Chers amis du PP, vendredi 28, je crois, 28 mai, et enfin, il fait beau et il fait nettement plus chaud. Alors, comme vous pouvez le voir à ma tenue, ce n'est pas encore excessif, hein, on est du côté de 17-18 degrés température météorologique, mais enfin, c'est un bon spectaculaire par rapport à hier, où on devait avoir 11-12 degrés en plein milieu de l'après-midi, et cette nuit, on était encore vers 7 degrés. Ruche, je vais aborder quelques-unes de mes réflexions sur le fait d'avoir une ruche ou non. On est ici tout au bas de mon verger et le potager est là-haut à une centaine de mètres, donc sur un endroit plutôt plat et plutôt ombragé à cet arbre l'après-midi. Et voilà donc la ruche qui s'active ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de ruche? Et puis qu'est-ce qu'il faut en penser? Et puis pour ceux qui peut-être lors d'une conférence ou peut-être même aise dans une vidéo qui m'ont entendu parler un peu crûment de cette manie, de cette mode, comme beaucoup de modes, irréfléchie, extrême, quelquefois conne. Les modes peuvent être connes, elles sont souvent connes, puisque c'est de l'affectif pur. Hein? La mini-jupe, ok, belle nana, elle fait baver les mecs, c'est ce qu'elle cherche, c'est moins cher que du parfum. Voilà, c'est une mode. Et puis ça passe, puisqu'on s'habitue et on ne bave plus. Donc, je suis très nuancé par rapport à non pas l'apiculture, qui est une forme d'agriculture ou d'élevage très exactement, tout aussi respectable que les autres formes d'élevage, ou tout aussi peu respectable que certaines autres formes d'élevage. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Cette ruche ne m'appartient pas. Elle appartient à une amie de ma fille qui m'a, connaissant ma façon de jardiner, de ne pas traiter, de favoriser les espaces fleuris, enherbés, etc., m'a gentiment, qui habite Strasbourg, qui m'a gentiment demandé, qui est passionnée d'apiculture, donc si elle pouvait poser une de ces deux ruches chez moi. Ce que j'ai accepté. Je pense que je l'ai dit un certain nombre de fois, vivre, c'est faire des compromis. Donc je vais vous dire le fond de ma pensée sur l'apiculture, sur l'abeille mellifère, l'abeille élevée, et puis je vais aussi vous dire pourquoi cette ruche est là et elle ne me gêne pas plus que ça. L'apiculture, je l'évoquais un tout petit peu, est devenue dans ces derniers temps comme une espèce de symbole, comme le hérisson, comme la coccinelle. Il semblerait que l'esprit humain ait besoin de flashs affectifs, de choses comme ça. C'est tout beau. Donc l'abeille, c'est le symbole. Et effectivement, quand on voit ces abeilles qui bossent, je ne m'approche pas trop, je ne suis pas équipé, mais quand on voit ces abeilles qui bossent, l'homme qui pense que la valeur de l'homme est dans la quantité de travail qu'il produit ne peut être qu'admiratif et idolâtrer les abeilles. Il a envie d'être une abeille. Oui, les abeilles n'est pas si simple. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais quand même un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a un côté affectif et aujourd'hui, beaucoup en sont à penser qu'il faut absolument une ruche dans chaque potager. Je pense que non. Je pense même que ça peut être négatif. Ça l'est lorsqu'il y a surpâturage.
lorsqu'il y a un excès de ruches par rapport à la quantité de fleurs qu'il y a à un endroit donné, on a un problème. Alors je fais une rapide évaluation, je ne connais pas de ruches, je circule assez souvent dans ces espaces, je ne connais pas de ruches, donc il y a là 3 km à la ronde, au moins, à ma connaissance, aucune autre ruche. Donc ce que je vais dire maintenant, il faut évidemment le relativiser. Il n'y a pas surpâturage à un endroit où pousse l'herbe et où il n'y a pas un mouton. Il y a surpâturage si sur tel ou tel alpage, on ramène 10 000 moutons, mais cet alpage ne pouvait en nourrir que 5 000. Donc toujours raisonner et non pas projeter des fantasmes. Donc, il n'y a pas de surpâturage. Je pense que je n'avais pas besoin de ruches pour une raison très simple. L'abeille est de loin pas le butineur indispensable ni à l'arboriculture, ni au potager. Je dirais encore moins au potager qu'à l'arboriculture. Je vais m'asseoir au soleil, puisqu'il ne fait pas si chaud que ça ici. Vous l'avez vu pendant suffisamment longtemps. Je vais vous expliquer ça. Viens là, mon chien, viens là. Tourne-toi. La caméra, elle est là-bas. Mets-toi assis. Assis. Voilà. Oui, oui, oui. Maintenant, tu ne t'agites pas, mais attends. Reste là. Reste là, assis là. Alors, je vous présente Salza. Je crois qu'il est apparu furtivement dans une vidéo qui est parue. Il est dans une autre vidéo. Alors, Salza, pareil. C'est très en lien avec la ruche. Quand notre dernier chien est mort, quand on l'a fait piquer parce qu'il souffrait trop, on avait dit plus de chiens. D'une part parce que mes activités, conférences, etc. m'amènent souvent à être absent. Laurence travaille et donc il y avait un côté astreinte, pas toujours facile à gérer. Et puis, vous avez vu ma réflexion en intro d'une des vidéos récentes. Je suis conscient que mon espérance de vie se réduit de plus en plus et donc je ne voulais pas laisser un chien orphelin et donc on avait pris la décision de ne plus avoir de chien. Et puis voilà-t-il pas qu'il y a 2 mois, quelqu'un qui nous connaissait, qui savait qu'on aime bien les chiens, nous contacte en disant voilà, il y a une fille, sa maman vient d'être hospitalisée, est-ce que vous pourriez pendant 1 mois vous occuper du chien? Réflexion vite faite, hein, devant la contrainte, la nécessité. On accepte le chien en précisant bien que c'était pour une durée limitée d'1 mois. Et donc c'était il y a 2 ou 3 mois. On était en pleine pic du Covid, de confinement, etc. Donc est arrivée Salza, sa maîtresse donc, qui était du côté d'Annecy, hospitalisée. Et nous, on était en contact avec sa fille qui est à Strasbourg. Et puis, 15 jours passent, 3 semaines passent, on prend des nouvelles. Oh ça ne va pas mieux, il faut que je voie ailleurs, etc. Donc, la fille très embêtée. Et on ne l'a pas laissé pédaler longtemps. On lui a dit, écoutez, il n'y a pas, pour nous, c'était une question à long terme, à court terme. Il n'y a aucun problème, vous laissez le chien le temps que votre mère se rétablisse et puis vous le récupérez. Et puis quelques jours plus tard, on apprend que la maman est décédée et donc Salza est orpheline. Je dis le chien, donc je dis souvent il, mais en fait c'est une chienne. Et donc, tout à fait récemment,
On a eu un échange avec la fille en disant qu'on voulait bien être famille d'adoption de ce chien, de cette chienne, tant que eux ne souhaitaient pas le récupérer. Il y a 3 enfants plus âgés, 30 ans. Aucun, à ma connaissance, n'a actuellement les capacités d'accueillir les chiens, mais on est conscient que ça peut évoluer. Et donc, c'est notre chien d'adoption, Salsa, pour une durée non déterminée. Bestiaux adorables, très gentil, compatible avec notre chat, Sky, que vous avez vu. Et donc voilà, hein, la vie, de temps en temps, vous arbitrez, non plus de chien parce que tel est tel problème, et puis vous vous trouvez face à une situation en vous disant, je ne peux quand même pas décemment à une fille qui porte le deuil de sa mère, qui doit sûrement résoudre des tonnes et des tonnes de problèmes administratifs, parce que ce n'est pas simple. On ne va pas lui dire en plus, débrouille-toi, on avait dit un mois. Et donc on fait un compromis qui est que on a un chien pour une durée non déterminée. Et je reviens à ma ruche. Les abeilles, contrairement à ce qu'une communication émotive veut vous faire croire, ne sont pas indispensables à un potager. Premièrement, et vous le savez très bien, une bonne partie, enfin une partie non négligeable, disons-le comme ça, des légumes, vous ne récoltez pas les graines ou les fruits. Tout ce qui est racines, tout ce qui est feuilles, salades, etc., radis, choux, navets, poireaux, etc. Expliquez-moi en quoi des abeilles peuvent augmenter la production, puisque ce n'est pas quelque chose qui est issu de la formation de la fleur, de la formation du fruit et du développement du fruit. Donc, exit l'argumentation là-dessus. Parmi les plantes à fleurs dont vous récoltez les fruits, les gousses, les haricots, les petits pois, les tomates bien sûr, qu'est-ce qu'il y a encore, les aubergines, les cucurbitacées, melons, etc., vous avez encore une fois une bonne moitié qui est à autofécondation, voire cléistogame, c'est-à-dire qui se féconde avant même que la fleur ne s'ouvre, ce qui permet une stabilité des espèces, des variétés, pardon, sans aucune difficulté. C'est le cas des haricots, c'est le cas des tomates, c'est le cas des petits pois, c'est le cas, si vous voulez produire des semences de laitue, c'est le cas des laitues, etc. Donc, les pollinisateurs n'ont aucun impact. La tarte à la crème, c'est la tomate, parce que vous observez de temps en temps des abeilles, mais surtout des bourdons sur les tomates, parce que la tomate, ce n'est pas une fécondation croisée, sinon vous ne pourriez pas avoir 2 variétés différentes l'une à côté de l'autre, et puis en prenant les graines l'année d'après, retrouver ces variétés, vous auriez nécessairement un hybride, et vous le savez qu'à 95% des cas, ce n'est pas le cas, donc aucun pollinisateur n'est intervenu. Par contre, on introduit des bourdons, et non pas des abeilles, dans les serres, parce que les tomates ont besoin d'une fécondation qu'on appelle par sonication. Alors sonication, ça fait penser à son, mais ce n'est pas le cas. C'est par les vibrations des fleurs. Et là, le gros bourdon, ce gros patapouf de bourdon, il est absolument exceptionnel. Regardez un bourdon qui arrive sur une fleur de tomate et vas-y que je te secoue parce qu'il est maladroit, ce gros, et qu'il est gros. Hein? Toi aussi, tu étais gros, un peu. Mais tu as bien maigri, oui. Et donc, tomate, pas besoin d'abeilles. Et puis, il reste encore ce petit quart de la moitié, en sachant que ce n'est pas nécessairement des vrais pourcentages en lien avec votre potager. De plantes ayant besoin d'une fécondation croisée, restent les arbres fruitiers ayant besoin d'une fécondation croisée. C'est notamment le cas, donc, au potager, le cas des cucurbitacées,
qui ont souvent des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées. C'est le cas des kiwis, des kiwais si vous en avez. Voilà en gros deux, trois espèces qui me viennent à l'esprit. Il y en a peut-être deux ou trois autres. Je n'ai pas préparé ce laïus. Et donc là, effectivement, des butineurs sont utiles. Mais je viens déjà de dire des butineurs et non pas des abeilles. Et les abeilles ne sont de loin pas les seuls butineurs. Et donc, je vous garantis que sans ruche, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas de ruche à 3 km à la ronde. Par contre, avec mon sol que je ne travaille pas, il y a pléthore de butineurs. Les bourdons, différentes espèces de bourdons, il y en a des gros, des petits, des moyens, des multicolores, des plus sombres, etc. J'ai vu plusieurs espèces de bourdons bourdonner dans mon potager et s'occuper des fleurs de ces plantes à fécondation croisée. Et le fait que les bourdons fassent leur nid dans le sol, moi je les vois rentrer dans le foin et rejoindre leur nid. Ne me fais pas une tranchée, ne me fais pas Verdun. Le ratopier, il est parti depuis longtemps. Tu ne l'auras pas. Crois-moi, tu ne l'auras pas. Tu vas te faire mal aux pattes. Et donc, l'abeille est un butineur possible, mais il faudrait dire les abeilles. Et il y a des centaines d'espèces d'abeilles sauvages qui ne vivent pas en général en colonie, qui vivent plutôt de façon solitaire, qui jouent parfaitement le rôle de butineurs dans un écosystème où on ne détruit pas les butineurs. Et donc, je m'interroge, dans mon cas, ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais dans certains cas où il y a de l'élevage industriel, je parle là de 300 ruches, 500 ruches placées à droite à gauche, on a, en l'absence de réglementation, dans certaines zones, un surpâturage, et donc rajouter des ruches revient à éliminer encore davantage, par une concurrence exacerbée, des abeilles sauvages, naturelles, non élevées, qui ne trouvent plus à manger, concurrencées par ces essaims que l'homme entretient. Si vous connaissez un bon apiculture, et pas plus tard qu'avant-hier soir, j'ai mis dans cette ruche, sur les instructions de la propriétaire, du sirop de candie, hein, parce que tout simplement, les temps du mois de mai qui a conduit à une croissance très faible dans mon potager, a mis en difficulté la survie de cette ruche. Donc d'un côté, vous avez des bestiaux d'élevage nourris au sucre candi, élevés, phytoxés contre la varroise, etc. Et d'un autre côté, vous avez des abeilles sauvages dont certaines espèces sont en déperdition et à qui ces vaches à lait produisant du miel vont enlever la nourriture. Voilà donc, il y a un vrai débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de ruches. Je dis deux choses. Si vous êtes préoccupé par la biodiversité, laissez fleurir vos prairies. Arrêtez de couper vos gazons. Arrêtez de couper vos gazons. Et sortez-vous de la tête cette connerie d'idée que vous allez sauver la biodiversité et les espèces en installant une ruche. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas sauver le Bangladesh quand il y a une famine en construisant des HLM. Ce n'est pas vrai. C'est de la bouffe qu'il faut. Donc des fleurs. Et idéalement pour nos abeilles à nous, des fleurs autochtones, la flore naturelle de ce coin, c'est le cas de cette prairie, parce que cette prairie nourrissait déjà des abeilles sauvages bien avant que l'homme arrive ici.
Pas tout à fait vrai parce qu'il n'y aurait pas de prairie, il y aurait une forêt. Mais disons donc depuis quelques centaines d'années que l'homme a défriché ici, s'est installé un équilibre entre des abeilles sauvages, des butineurs, d'ailleurs au-delà même des abeilles, et cette flore naturelle. La ruche est une perturbation dans ce système. Je l'accepte parce que rien n'est jamais parfait en ce bas monde. Je préfère que ces abeilles soient ici que nourries au Candy à Strasbourg, où il commence à y avoir tellement de ruches, tout le monde est fanatique de ruches, et depuis que les médias nous rabâchent les trucs du miel en ville, oui, on peut élever un certain nombre d'abeilles en ville, et le miel est éventuellement plus pur si on analyse les pesticides. Je ne suis pas certain qu'il soit plus pur si on analysait les microparticules. Je ne sais pas si les analyses ont été faites, parce que je ne vois pas comment la suie que n'importe qui voit sur les vitres en ville ne se trouve pas sur les fleurs, et comment les abeilles ne les colportent pas. Donc, ce serait à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, une ville, il y a peu d'espace fleuri, peu de fleurs sur les balcons, et on va monter, et je vais vous montrer en plus que les fleurs cultivées, les prairies fleuries artificielles, sont rarement quelque chose qui va nourrir les abeilles. Donc il y a un potentiel extrêmement limité, existant, mais réellement limité en ville. Et si chacun met une ruche, c'est évident qu'il ne reste plus que les bouteilles de sucre Candy, qui est du sucre de betterave ou de canne. Donc on nourrit ces abeilles comme on nourrit des vaches laitières au soja du Brésil. Il faut être conscient, c'est tout. Alors on va regarder, je vais vous montrer une ou deux fleurs naturelles. Pour l'instant, donc, c'est très très difficile à filmer, il y a du vent, donc je vais plutôt vous raconter ça. Alors voilà un petit arrêt ici, donc il y a quelques jours, cette prairie était jaune de fleurs de renoncule, c'est en train de décliner très très vite, et arrive maintenant la phase rosée avec des cnossis. Donc je viens malheureusement de secouer et de faire tomber un insecte qui n'était pas une abeille. Donc là encore, un autre insecte, donc il y a des tas d'insectes, j'ai parlé de butineurs, mais là il y a des tas de coléoptères qui viennent se nourrir souvent du pollen de ces plantes. J'ai quelque part mis en ligne, il y a un an je pense, des fleurs d'artichaut qui étaient couverts de cétoine qui gloutonnaient le pollen. Donc le pollen est quelque chose de très nutritif, et beaucoup de faune dépend de ce pollen, pas que les abeilles. Alors ici c'est une marguerite avec, c'est un coléoptère, je ne sais pas lequel, peut-être, probablement, il y en a deux en train de copuler, probablement, je pense, des cantharidés. C'est une famille qui broute beaucoup les fleurs. Gros prédateur en Afrique sur le mil, d'autres espèces bien sûr, pas celle-là. Mais voilà, pour vous dire que la biodiversité est quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus général et de beaucoup plus complexe que un amour démesuré des abeilles. Alors, une fleur insignifiante pour les gens, je dégage un tout petit peu, et pourtant sur lesquelles vous pourrez voir des butineurs, le plantain. Le plantain donc, a plein de vertus, c'est une des plantes avec lesquelles j'essaye de faire cohabiter mes légumes au potager. Il a cette inflorescence qui ne paye pas de mine, à côté de la marguerite, on ne la voit pas, on passe, ça n'existe même pas,
Et pourtant, il m'est arrivé plus d'une fois d'observer là-dessus différents butineurs, utiles ou pas utiles. Ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. Je cherche une plante qui, pour moi, est une plante très intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle a passé. Je vous essaye de vous en trouver une, qui est le salsifis des prés. Sinon, je vous incrusterai une image que je piquerai sur Internet de salsifis des prés. Une plante très très intéressante parce que c'est souvent là-dessus que j'ai vu le plus de cirfes. Les cirfes étant un des auxiliaires les plus efficaces dans la lutte contre les pucerons. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore vu beaucoup de cirfes. Je ne pense pas du tout que ça ait un lien avec les abeilles. Pour l'instant, il n'y a pas non plus beaucoup de pucerons. À peu près tout. Par exemple, ces rumex dont les inflorescences, c'est peut-être en dehors du champ, je vais vous le filmer après et rajouter l'image, dont les inflorescences, les tiges qui montent, sont souvent couvertes de pucerons noirs, vu d'ici, ne me semble pas encore infesté de pucerons. Donc, sale temps pour les insectes, d'où pas de gros problèmes de pucerons, d'où évidemment pas beaucoup d'auxiliaires pour se nourrir de ces pucerons et donc par conséquent pas beaucoup d'auxiliaires. Il ne faut pas faire de lien trop rapide là, c'est typiquement le genre de problème complexe où on peut raconter des conneries. En gros, on peut démontrer ce qu'on veut, il suffit de ne pas être très prudent d'un point de vue scientifique. Là, je voyais tourner juste à côté, mais je ne pourrais pas l'attraper avec cette pauvre caméra. Un bourdon. Donc les bourdons ne sont pas éradiqués par la présence de cette ruche. Simplement, l'équilibre peut, et là il faudrait faire des études sur 5-6 ans, faire des comptages selon un protocole normé, et là peut-être on verrait que y a plus d'abeilles, moins telle espèce d'abeilles sauvages, moins telle espèce de bourdon, etc. Alors là, par contre, voilà où sont les abeilles. Donc là, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Sur cette ciboulette, c'est une vraie ruche. Mais bon, comme je l'évoquais à l'instant, ça n'augmente pas la production. Ça va peut-être produire un peu davantage de graines, mais de toute façon, je vais avoir 10 millions de graines. 5 millions auraient suffi. Voilà. Et donc de la même façon, je vais élargir sur les choux. Là-bas, c'est les choux kale qui sont montés en graines et qui sont de la même façon le restaurant des butineurs en ce moment. Même la modeste mâche avec ses ridicules fleurs là derrière est visité par un certain nombre de butineurs. Voilà le gros bourdon. Il s'est ramené là, je ne sais pas s'il sera visible. Il est là, il cohabite avec les abeilles. Donc ne soyez pas manichéens à partir de ce que je viens de dire. Ah, il y en a même deux. Alors là, c'est les moments où j'aimerais vraiment avoir à la place de mes yeux des GoPro pour pouvoir vous filmer ça. Malheureusement, avec du matériel amateur, c'est assez difficile d'avoir une image nette. L'autofocus ne marche pas comme je voudrais. Donc, les images que j'ai faites dans le passé sont assez souvent décevantes parce que complètement floues. Mais en tout cas, je peux vous garantir une ruche d'abeilles domestiques, donc abeilles mellifères, de bourdons. Pour le reste, au passage, pour ceux qui auraient peur de tous ces trucs-là, pas de gestes brusques et en général, tout se passe bien. Savoir résister à la tentation de s'agiter s'ils se prennent dans vos cheveux. L'autre soir, en inspectant, en nourrissant ma ruche, il y a une abeille qui s'est prise dans mes cheveux et je n'ai pas bougé et elle a fini par se démêler.
Bonne nouvelle aussi, hein, j'ai déjà vu passer mon frelon, qui lui n'est pas véritablement un butineur, bien qu'il mange aussi, il est en partie végétarien, il nourrit ses larves avec des chenilles. Et donc, je ne sais pas si c'est toujours le même, mais j'ai régulièrement, chaque année, des frelons européens qui passent. Et je l'ai vu il y a quelques jours. Alors voilà ici le long de la Serre-Tunnel, ce magnifique salsifis qui malheureusement a déjà fermé ses fleurs, une fleur jaune éclatante, très très belle. Donc pour moi, ça dépasse largement toutes les fleurs artificielles commercialisées et donc ici un plantain. Donc toutes ces choses-là n'existeraient pas dans un jardin propre d'un bon jardinier tel que le rêve la plupart des guides et des conseillers en jardinage avec l'idée de beaux jardins, même si c'est un jardin à l'ancienne, un jardin des simples, etc. Souvent, on va extraire ce salsifis, qui est un salsifis pas du tout cultivé, hein, c'est un salsifis des prés qui a survécu ici et que je garde, non pas pour les abeilles puisque je n'en avais pas jusque-là, mais pour attirer et nourrir des cirques et contrôler donc ma population de pucerons. Et voilà, ici un autre chou kale qui n'est pas dans le rang des autres, qui n'a pas été transplanté au même endroit. Il est en début de floraison. Et puis voilà, pendant que je parle, là, deux abeilles qui viennent. Elles viennent juste de le repérer. Comme il est en début de floraison, a priori, il n'était pas dans la cartographie. Et donc ça doit être des abeilles pionnières, mais il y a donc aussi d'autres minuscules petits butineurs ou bouffeurs de pollen ou de que sais-je, qui s'intéressent aussi. Et donc voilà pourquoi vu que je n'ai pas encore cultivé ici, je n'avais pas débarrassé ce chou. Donc je le dis, je le redis, si vous voulez faire quelque chose pour la biodiversité, tant que vous n'avez pas besoin de la place, hein, bien sûr que si j'avais déjà tout semé, tout planté ici, j'aurais peut-être, je ne sais pas, mais il est possible que j'aurais arraché, dégagé ce pied en plein milieu d'un rang. Parce qu'une fois fleuri, il n'a aucun intérêt vu que j'ai là-bas 6 pieds, donc je vais avoir des graines pour un demi-siècle. Derrière, je pense, oui, ça doit être dans le champ de la caméra, ce poireau, hein, vous voyez là la florescence qui commence à se former et qui lui aussi va faire une très très belle fleur, variété stable. Donc là, je pourrais réutiliser les graines dans la mesure où il n'y a pas d'autres espèces de poireaux qui fleurit à proximité. Donc voilà comment je vois. Et puis donc, les fleurs des framboisiers sont des fleurs tout à fait insignifiantes auxquelles vous ne prêtez en général pas attention. Et là aussi, plein de butineurs dessus, dont une partie donc des abeilles de la ruche. Mais je le redis, je n'ai jamais eu absence de framboises parce que je n'avais pas de ruche. J'ai eu des avortements de fleurs en raison de la sécheresse. Ça, oui, ça c'est très clair. Framboisier très sensible à l'eau, mauvaise exposition sud-ouest, donc en plein cagnard l'après-midi. Donc ça, oui. Donc là, le traitement de l'eau et le paillage au pied sont des choses qui vont de façon considérable augmenter la productivité. Je ne dis pas que ça ne va pas augmenter 3 framboises, mais très franchement, je m'en branle. Je m'en branle. Ce n'est pas vrai qu'il faut
une ruche pour que j'ai des framboises. Ça, c'est de la mystification, c'est de la communication purement affective où on fait pleurnicher dans les chaumières. Alors ici, tout en haut, hein, donc ce sont des choux de Bruxelles complètement ratés. Vous les avez dans des vieilles vidéos, hein, plantées très très tard, je pense en octobre-novembre, qui n'ont rien produit d'autre qu'à un moment donné des jeunes pousses que j'ai récoltées, dont j'ai récolté quelques-unes qui ont fait une salade délicieuse. Et puis là encore, même tactique, laisser monter en fleurs. Et maintenant, là c'est plus avancé hein, que les kale. Et pour l'instant, c'est une véritable ruche. Hein, là, donc ça tournicote autour de tout ça. Et voilà donc comment je vois cette gestion de mon potager compatible avec une certaine biodiversité. Alors, petite halte ici pour vous montrer à contrario hein, que ces magnifiques pavots décoratifs, hein, avec ces magnifiques fleurs qui bougent au vent, etc., etc., là, vous pouvez y aller tranquille. Ils n'attirent pas un seul insecte. Pour une raison très simple, c'est que la sélection, pour que ça tape à l'œil du client et qui fait que ça va être planté dans les jardins, ben, cette sélection a fait disparaître les caractères, la génétique intéressante et en particulier les nectaires, c'est-à-dire ces glandes que les fleurs et les espèces sauvages planquent au fond de leurs fleurs pour attirer certains insectes. Et voilà, ici encore, magnifique, très très beau, pas un butineur, un choix. Alors je ne suis pas, vous avez vu que je ne vais pas foutre ça en l'air, hein. Je n'ai rien contre une belle fleur, vraiment très très belle, avec voilà les étamines, etc. Donc des pistils très 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 bien faites. On pourrait faire un cours sur la fécondation rien qu'avec ces fleurs-là. Ouais, magnifique. Et bien évidemment, tout ça n'est pas aussi simple puisqu'il existe des plantes décoratives, bien qu'elles ne soient pas nécessairement toujours utilisées pour ça, qui sont aussi extrêmement mellifères. La bourrache, là, hein, est une vraie mine pour les abeilles et très très vite, puisque la fleur commence, là c'est la première, cette facélie, venue spontanément ici, hein, va être extrêmement mellifère. Plus étonnant, cette euphorbe est plus étonnant, c'est pas si étonnant que ça, mais comme on ne voit pas des belles fleurs, je rappelle que ce ne sont pas des fleurs qu'on voit, ce sont les bractées, je n'avais jamais tilté qu'elle était aussi attractive pour les butineurs. Et donc là ça tournicote aussi tout plein. Donc de temps en temps, hein, par des actions un peu réfléchies, on arrive à cumuler effets décoratifs. Moi j'adore beaucoup ces nuances de vert, où ici ces fleurs violettes, et donc effet décoratif et effet mellifère. Donc c'est possible, simplement en se jetant sur les premières belles grosses fleurs, celles qui épatatra le voisin, du genre coquelicot, du genre cosmos, du genre, qu'est-ce qu'il y a encore, les rosiers, souvent les rosiers hein, sont très très beaux et très très peu mellifères.
Alors on en était aux euphorbes, rapide retour dans le potager où j'avais planté cette euphorbe qui s'appelle Euphorbia latiris, réputée chasser les taupes. J'ai récemment filmé, mais je crois que je ne l'ai pas encore mis en ligne, ça viendra, des galeries de taupes là, en plein milieu de ses pieds. Donc je ne suis pas convaincu du tout de l'efficacité contre les rats taupiers. Hein. Je parle bien de rats taupiers et non pas de taupes. Je voulais les tester contre les rats taupiers. Et donc hier soir, pas plus tard que hier soir, avec ma femme, on a traité un peu là derrière, et puis j'allais préparer cette planche, et j'avais sorti le sécateur de force, parce que c'est des troncs comme ça, pour abattre, et c'est là que j'ai entendu que c'était une véritable ruche, et c'est là que je me suis rendu compte que ces euphorbes, bien que n'ayant pas de belles fleurs, entre guillemets, hein, des fleurs tout à fait ridicules, là au fond de ces coupelles de bractées, sont extrêmement attractives pour les abeilles. Hein. Donc ne confondez pas fleurs et glandes qui produisent les nectars, ce qu'on appelle des nectaires. Prochainement, je vous montrerai des nectaires extrafloraux, c'est-à-dire des nectaires qui existent en dehors des fleurs pour attirer, dans ce cas-là, non pas des abeilles, mais des fourmis. Mais ce sera une autre vidéo parce que j'ai bien compris qu'en raisonnant par circonvolution, etc., vous vous y perdez un peu et que mes vidéos n'ont ni début ni fin et donc ni queue ni tête. Et quand on n'a ni queue ni tête, je me demande bien ce qu'on peut foutre en ce bas monde. Et voilà, et donc pour finir, je vous laisse apprécier cette partie de mon gazon sur lequel j'ai économisé du temps. Donc j'ai progressé, perfectionné ma paresse et dans lequel donc année après année, en laissant monter en graines, fleurir, en faisant une fauche très très tardive, j'ai installé ces fleurs personnellement, mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Je laisse le droit aux gens de trouver ça très très moche, mais moi je trouve ça très beau. Hein. Je les laisse le choix de claquer 6 000 € dans une magnifique tondeuse autoportée pour avoir un gazon comme à Wimbledon qu'ils tondent toutes les semaines. C'est leur droit le plus strict. À la fin, il y a un choix. Moi, là, dommage que je ne puisse pas capter, hein, que je n'ai pas la GoPro greffée qui me permette de vous montrer les insectes, d'enregistrer ce micro, malheureusement, n'est pas assez sensible pour enregistrer le bourdonnement que j'entends ici de ma place. Et c'est ça qui est important. Le jour où je ne serai plus là, et bien voilà, tous ces insectes, tout ça, aura vécu, aura fait des petits, aura mangé. Voilà, c'est quoi le beau? C'est quoi les archétypes que la publicité, que les beaux magazines, que les guides de jardinage arrivent à mettre dans notre tête? C'est quoi la liberté de penser? Celle d'être conformiste, celle de s'avachir devant le business le plus con, celle de tomber dans le panneau des modes égolo-bobo les plus primitives, l'une, le capitalisme, la publicité des jardineries et des marques pour vous inciter à tondre et utiliser telle et telle poudre de perlimpinpin dans votre gazon, dans votre potager,
n'est pas meilleure que la communication affective des écolos-bobos qui vous feront croire qu'une ruche est absolument indispensable. Connerie, connerie. J'espère que, à l'issue de cette vidéo, vous serez assis au milieu et vous ferez des compromis comme je l'ai fait en acceptant la ruche de la copine de ma fille. Et je suis très content. Hein. Ne voyez pas là dans cette notion de compromis quelque chose de négatif. Quand je fais un compromis, je vis. Quand je suis une mode, quand je suis une mode, je suis un mouton. Le grand pape, le grand gourou écolo a dit les abeilles, les coccinelles, les mythes. Ou je suis un consommateur dont seule la première syllabe du mot compte. Acheter le dernier truc, une nouvelle tondeuse, le gazon il faut que ce soit vert, un engrais, mais j'ai des mousses, horreur, j'ai des mousses dans mon gazon, qu'est-ce que je peux faire, quel produit je peux mettre contre les mousses? Con, j'espère que vous êtes au milieu, assis sur vos deux pieds, assis sur vos deux fesses, stable, des idées claires, le soleil est déclinant. Je me suis éclaté avec cette vidéo. Ciao, à une prochaine. Bon, presque minuit. La conclusion le cadre était magnifique, mais elle est peut-être un peu tranchée. Je viens de finir le montage. Je voudrais quand même raccrocher un ou deux commentaires pour ne pas être compris de travers. Je ne sais pas si le caractère un peu pamphlétaire, un peu provocatrice de cette vidéo est transparent pour tout le monde. Je crains que trop de choses ne soient prises au premier degré. J'ai tendance, face à quelque chose qui me heurte, à être un tout petit peu trop provocateur dans mes propos. Je veux dire par là que je pense que, j'ai envie, c'est pas je pense, j'ai envie de temps en temps, quand je vois comme ça une communication exagérément simplificatrice, exagérément émotive, avec des idées qui sont tellement caricaturées qu'elles en sont fausses, j'ai envie de secouer le cocotier. Et malheureusement, je le fais d'une façon émotive qui fait que je ne suis pas sûr que j'atteigne mon objectif. Donc, la présence même de la ruche à proximité du potager du paresseux dans mon verger, avec mon accord, montre bien que je n'ai rien contre l'apiculture, je n'ai rien contre les apiculteurs, je n'ai même rien contre ce que j'ai appelé l'apiculture industrielle, c'est-à-dire des gens qui en vivent, même si, très franchement, quand je vois des propos quelque part élogieux, teintés d'écologie, qui sont parfois à la télévision illustrés par les images de ces camions et camions d'abeilles qu'on amène dans des vergers d'amandiers en Californie, pour démontrer que sans les abeilles, le monde s'écroulerait. Non, sans les abeilles, une forme d'arboriculture californienne totalement démente s'effondrerait, ça c'est vrai. Et ce serait une bonne chose, parce que ce sont ces vergers de milliers et de milliers d'hectares d'amandiers en Californie, irrigués avec de l'eau qu'ils n'ont plus, d'ailleurs ils ont commencé à les arracher, frappés de sécheresse, ils n'ont plus l'eau, l'eau va dans les villes, va faire les beaux trucs de Las Vegas, etc.
et en Californie, on commence à arracher les amandiers. C'est un système qui arrive au bout et les abeilles sont les esclaves d'un système qui est débile. Donc c'est contre ça que je râle. Je râle contre cette tendance qu'on voit actuellement dans beaucoup de revues, sur beaucoup de chaînes YouTube, etc., qu'il n'y aurait plus de potager sans abeilles. Sous-entendu, sans abeilles domestiques. Je parle bien, chaque fois que je prononce abeille, là, si je ne l'ai pas toujours dit, je pense abeille domestique, je ramène une ruche. C'est faux. C'est biologiquement faux. Et il faut, à la place de ça, s'interroger sur les équilibres qu'on va trouver entre l'élevage d'une abeille qui nous produit un miel, éventuellement de qualité, de la même façon qu'il faut s'interroger sur l'élevage de moutons, de vaches, de bovins, etc., de qualité, compatibles avec d'autres contraintes écologiques. Je trouve quand même assez stupéfiant que ceux qui vont défendre le loup contre les éleveurs, qui vont introduire le loup ou les ours, ce qui crée de réels problèmes aux éleveurs, ce sont les mêmes qui vont installer des ruches, élevage d'abeilles, race sélectionnée. Renseignez-vous, Buckfast, par exemple, est une race d'abeilles. Donc on a des races d'abeilles sélectionnées pour être plus dociles, pour produire plus de miel, du coup plus fragiles qui chopent les varroises, etc. Et de même que les moutons qui broutent les alpages, etc., s'exposent aux loups, de la même façon, ces abeilles qui butinent, posent un problème à la biodiversité si on ne gère pas raisonnablement. Voilà donc ce que j'ai voulu dire, et non pas lancer quelque chose contre ceux qui ont, au fond de leur potager, une ruche, comme j'en ai une. Réfléchissons à l'ensemble des impacts de nos actes et sortons-nous de la tête cette idée stupide que sans abeilles, la production, sans abeilles domestiques, je le répète une fois de plus, sans abeilles domestiques, la production de notre potager s'effondrerait. Je n'avais pas de ruche jusqu'à là et j'avais une très belle production, y compris de fruits. Mes arbres, les bonnes années croulaient et puis les mauvaises années, c'était la gelée, mais ce n'était pas le manque d'abeilles. Mes cucurbitacées, je n'ai jamais fécondé moi-même une cucurbitacée, une courge, un concombre, un melon ou quoi que ce soit pour en avoir. J'ai toujours eu pléthore ou alors j'avais un problème sur les racines de ces cucurbitacées, d'oïdium ou de gelée ou je ne sais pas quoi. Mais jamais le manque d'abeilles domestiques ne m'a empêché de produire. Il faut se sortir quelques clichés de la tête. Sinon, évidemment, plus aucune discussion n'est possible, plus aucune considération d'un système compliqué où chacune de nos actions va influencer le système. Donc voilà, j'ai fait le compromis pour rendre service à la copine de ma fille d'accepter cette ruche. Elle aura un impact, donc je pense qu'il sera mesuré, probablement très peu positif, puisque je ne m'attends pas à plus de production, ni de fruits, ni de quoi que ce soit. Une production de miel, j'espère, et la productivité m'intéresse. Donc ça rajoute une production, de même que si j'élevais des moutons dans le verger que vous avez vu, je pourrais faire un méchoui une fois par an, ce serait bien, mais au prix
de ne plus avoir d'herbe à faucher pour nourrir mes vers de terre. Tout se tient dans un système. Et donc voilà, et ça aura peut-être un impact, ça aura sans doute un impact négatif que je ne peux pas mesurer parce que je n'ai pas ni les connaissances ni les moyens de compter et d'étudier statistiquement l'évolution des espèces qui sont présentes à la fois dans mon verger et dans mon potager. Mais l'introduction de cette ruche va provoquer un glissement, de même que le fait que je cultive des légumes à cet endroit fait qu'il n'y a pas une forêt sauvage, qu'il n'y a pas de sanglier, qu'il n'y a pas de biche, qu'il n'y a pas de lièvre. Enfin, des fois, s'il y en a un qui s'introduit quand même. Mais voilà, hein, donc effectivement, ça perturbe le système au prix, avec comme bénéfice du miel, avec comme bénéfice le fait que j'apprends des choses avec la propriétaire de cette ruche. Donc je fous mon nez là-dedans, c'est très intéressant. Hein, voilà. Donc j'espère que, au-delà du pamphlet, au-delà du coup de gueule, comme on dit, visant à secouer des clichés qui m'énervent. Ces clichés, mais ça me fait vomir. C'est comme quand on dit que l'Amazone est le poumon de la planète. Ce n'est pas vrai. Aucune forêt naturelle ne dégage plus d'oxygène qu'elle n'absorbe de gaz carbonique, ne dégage positivement de l'oxygène. Elle est en équilibre. En même temps, il y a toujours du gaz carbonique qui est absorbé et en même temps, il y a toujours des matières organiques qui se décomposent et qui dégagent le même CO2. Pour être très précis, parce que j'aime bien les précisions, dans l'Amazone, il y a un petit phénomène qui fait que c'est un petit poumon ou une petite source d'oxygène, c'est que le fleuve Amazone draine des limons et des substances humiques, donc des molécules organiques, pas les limons, hein, les limons portent des molécules organiques qui vont s'accumuler dans l'océan. Donc il y a une petite fuite, un petit puits de carbone, mais qui n'a rien à voir avec le fantasme que tout l'oxygène que les arbres rejettent est du bénéfice pour la Terre. C'est pas vrai. Et tout le gaz carbonique qu'il absorbe serait un puits de carbone. Ce n'est pas vrai. La forêt absorbe autant de gaz carbonique que la décomposition de cette forêt en rejette au fleuve Amazone près. Ce qui n'est pas rien, le fleuve Amazone est un grand fleuve, mais ce qui est peu de choses dans l'ensemble du système de biomasse. Et on va répéter, y compris des ONG qui se veulent écolos, militantes, etc., vont dire l'Amazone est le poumon de la planète. Connerie. Connerie. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut pousser un coup de gueule. Parce que, ou alors, accepter de rester con, bigot. Et je ne peux pas admettre qu'être militant, c'est être con. Je ne peux pas admettre ça. Donc, je gueule et je secoue. Allez, ce coup-ci, je rajoute ça, je fais mouliner l'ordinateur, je rejette pas mal de gaz carbonique parce que, évidemment, le data center qui traite ça, et je ne sais pas où, encore un compromis. Donc, on est déjà au 3e compromis de la journée. Un chien, une ruche et des vidéos sur YouTube qui génèrent beaucoup plus de gaz carbonique que tout ce que mon potager peut absorber. Il est temps que j'aille me coucher.